Cet homme est Richard Trenton Chase, un tueur littéralement assoiffé de sang qui héritera du surnom le vampire de Sacramento. Il veut explorer le corps, boire son sang. Il a tué et mutilé de façon aléatoire. La plupart des tueurs en série ne frappent pas au hasard. Semer la panique. Tous les habitants du quartier étaient affolés et voulaient s'acheter des armes à feu. Et pousser la police à bout. J'étais décidé, si jamais le bébé se trouvait là, à tuer Chase. Richard Chase était-il un tueur né ou le fruit de son éducation? Richard Trenton Chase naît le 23 mai 1950 à Sacramento. À bien des égards, il y passe une enfance ordinaire. Dans les années 50, la famille type était dysfonctionnelle. Il y avait beaucoup de disputes, quelques coups, mais ça ne sortait pas vraiment des normes de l'époque. Les enfants étaient régulièrement battus. C'était la façon de leur imposer une certaine discipline. Richard n'a pas subi de sévices, il n'a pas rencontré de difficultés particulières à part les conflits de ses parents et la discipline de l'époque. Toutefois, un aspect de l'enfance de Chase laisse entrevoir un avenir sinistre. Le jeune garçon s'amuse à blesser et tuer des chats. Torturer des animaux est une expérience que la plupart des enfants vivent. En revanche, c'est un fait qui devient significatif quand il s'agit de tueurs en série, car la majorité des enfants développent une empathie pour leurs victimes. Ils se rendent compte qu'ils sont en train de lui faire du mal. Évidemment, si vous continuez à torturer et mutiler des animaux, alors vous n'avez pas appris à développer cette empathie, comme le font normalement les enfants en grandissant. Malgré tout, Richard Chase fréquente l'école du quartier. Et pendant un temps, du moins, on considère qu'il est habillé correctement et que dans une certaine mesure, il est comme les autres élèves. En d'autres termes, il ne se comporte pas complètement bizarrement, seulement dans certaines situations, dans sa prime jeunesse. Au milieu des années 1960, au lycée, Chase goûte à la drogue. Il consomme de la marijuana et du LSD. Il a commencé à consommer à forte dose non seulement de la marijuana, mais aussi d'autres drogues. Est-ce qu'un stupéfiant peut faire basculer quelqu'un? Peut-on devenir sans raison un psychopathe sans avoir de prédisposition? En général, il faut une certaine vulnérabilité ou une sensibilité particulière, car sans ça, vu le nombre de consommateurs de LSD aux États-Unis ou dans le monde, il existerait bien plus de tueurs en série. Donc il avait sans doute des prédispositions, mais ont-elles suffi à faire de lui un meurtrier? Pas en soi. En plus d'une consommation de drogue croissante, le jeune Chase développe un handicap. Il découvre qu'il est différent des autres, car même s'il est attiré par les femmes, il n'est pas capable d'avoir une érection. Il a commencé à penser que, dans la mesure où le sang est censé affluer vers le pénis pour qu'il durcisse, il lui suffirait de s'en procurer quelque part pour compenser. Chase est âgé d'une vingtaine d'années quand son comportement et ses pensées deviennent de plus en plus étranges.
Il croyait qu'on l'avait empoisonné, que des os poussaient derrière sa tête, que son estomac était à l'envers, que ses artères pulmonaires avaient été volées. Il souffrait horriblement, mais ce n'était que le fruit de son imagination. Comme il cherchait des moyens de soulager sa douleur, il a commencé à tuer de petits animaux et à utiliser leur sang et leurs organes. Chase est admis à l'hôpital psychiatrique Beverly Manor et à cause de son comportement singulier, les autres patients le surnomment Dracula. Richard Chase s'en prend à de petits animaux, à des oiseaux. Il les tue et boit leur sang. Il avait besoin qu'on s'occupe beaucoup de lui. Il n'avait pas reçu suffisamment d'attention. Malgré les réticences d'une partie des soignants, Chase est confié à ses parents à présent divorcés. Son attitude inquiétante persiste. Il va même jusqu'à tuer un chat sous les yeux de sa mère. Un jour, sa mère le surprend en train d'arracher la tête du chat pour se frotter le visage avec le sang. Mais elle n'en parle à personne. Sauf que tuer les chats n'est qu'un début pour Richard Trenton Chase. Un des facteurs intéressants de la mutation de Chase en tueur en série a eu lieu en août 1977 à Pyramid Lake, une réserve indienne. Lors d'une patrouille de routine, des agents du Bureau des Affaires indiennes remarquent un pick-up enlisé dans le sable. À l'intérieur du véhicule, ils font une horrible découverte. Dans le pick-up, ils trouvent des taches de sang, des fusils, mais le pire, c'est un seau avec un foie. Du coup, il se demande si ce sont les signes d'un homicide. Les policiers observent les alentours à l'aide de jumelles. Ils ont essayé de repérer le responsable de cette horrible scène de massacre. Sur un rocher situé à 800 mètres de là, ils aperçoivent une silhouette dénudée qui détale immédiatement dans la direction opposée. Il est complètement nu, le corps recouvert de sang, donc ils sont convaincus qu'il a tué quelqu'un et ils l'arrêtent. L'homme déclare qu'il s'appelle Richard Trenton Chase, qu'il a 27 ans et réside à Sacramento. Il affirme que le sang retrouvé sur son corps et dans le véhicule est le sien, qu'il a suinté de ses pores. Pendant la garde à vue de Chase, le foie et le sang sont analysés. Ils proviendraient d'une vache. Chase est libéré sans qu'aucune charge soit retenue contre lui. Puis, fin 1977, après des années à chasser des animaux, Chase jette son dévolu sur des proies moins faciles. Dans une banlieue paisible de l'est de Sacramento, Ambrose Griffin, âgé de 51 ans, meurt subitement. Au départ, sa femme pense à une crise cardiaque. Mais la vérité est bien plus sordide. Le lieutenant Ray Biondi était à la tête de la brigade criminelle du bureau du shérif et responsable de l'enquête. En décembre 1977, c'était la résidence d'Ambrose Griffin. Comme vous pouvez le constater, c'est un quartier de classe moyenne très calme. Monsieur Griffin déchargeait des courses du coffre de sa voiture et marchait vers la porte d'entrée quand une voiture est passée et que quelqu'un lui a tiré dessus. Il l'a abattu dans son allée. Personne ne semblait lui en vouloir. Nous avons enquêté sur Monsieur Griffin et il n'y avait aucune raison que quelqu'un lui fasse du mal. Et les indices sont minces.
Frank Davidson, un agent médico-légal, est dépêché sur les lieux. Il y avait peu de pièces à conviction sur la scène du crime. Mais le lendemain, on a retrouvé des douilles en bas de la rue. On a pensé que c'était un meurtre gratuit. Quelqu'un qui voulait se faire plaisir en faisant un carton sur une personne dans son allée. Peut-être un jeune qui tirait sur les lampadaires. Personne ne pensait que c'était quelqu'un comme Richard Chase. Le propriétaire de l'arme du crime avait tiré apparemment au hasard sur d'autres maisons du voisinage. C'est inhabituel parce que la plupart des tueurs en série tuent à main nue. En fait, c'est assez rare qu'ils utilisent une arme. Il arrive qu'ils en possèdent, mais elle ne leur sert pas à tuer. C'est ce qui rend son profil atypique. Pour la première fois, Richard Trenton Chase a tué un homme. Et l'assassinat d'Ambrose Griffin n'est que le début d'une folie meurtrière qui plongera toute la ville en état de choc. En décembre 1977, Richard Trenton Chase commet son premier meurtre en tirant sur le quinquagénaire Ambrose Griffin alors qu'il décharge ses courses dans la banlieue de Sacramento. On a pensé que c'était un meurtre gratuit. Quelqu'un qui voulait se faire plaisir en faisant un carton sur une personne dans son allée. Le caractère apparemment hasardeux du crime laisse peu d'indices aux inspecteurs. Peut-être un jeune qui tirait sur les lampadaires. Personne ne pensait que c'était quelqu'un comme Richard Chase. En janvier 1978, l'attitude de Chase est toujours plus alarmante. Des résidents de la banlieue est de Sacramento signalent qu'un rôdeur pénètre dans les jardins et les maisons. L'intrus débraillé surpris dans une maison s'enfuit. La maison est sans dessus-dessous. Chase a uriné dans un tiroir de vêtements pour bébé et déféqué dans le lit d'un enfant. Voilà le comportement d'une personne qui veut démontrer qu'elle a tout pouvoir sur la maison qu'elle a envahie. C'est l'attitude d'un homme qui exhibe son mépris pour ceux qui vivent là. En tout cas, il n'est pas dans une pensée rationnelle. Le 23 janvier 1978, Chase frappe à nouveau. Cette fois, c'est une vraie boucherie. Wayne Irie, récemment nommé inspecteur, prend part à l'enquête. Je venais d'être promu inspecteur et j'étais affecté à la brigade métropolitaine qui s'occupe principalement des délits. Donc j'étais inspecteur depuis 4-5 mois. Pas très longtemps. On nous a demandé de nous rendre sur le lieu d'un homicide à Tioga Way. On nous a informé que la victime avait été trouvée chez elle, apparemment tuée d'un coup de feu et éventrée à l'aide d'un couteau. Une vraie boucherie. Le chef de la brigade criminelle Ray Biondi est l'un des premiers sur les lieux. Et de rechef, il remarque une sinistre signature. La première chose qu'on a notée, c'était une cartouche inutilisée de calibre 22 dans la boîte aux lettres. Mais rien ne l'a préparé à ce qui l'attend à l'intérieur. Juste après la porte d'entrée, le sol était jonché de détritus. Il y avait une traînée de sang entre la pièce côté rue et la chambre principale. Là, sur le sol, gisait Teresa Wallin. Elle était morte, on l'avait mutilée et éventrée. Ses vêtements étaient remontés sous les bras, ses jambes écartées, sans culotte, comme s'il s'agissait d'un viol.
Il avait procédé à une incision au niveau de son estomac et apparemment, il avait déplacé les intestins et les organes internes. C'était un homicide atroce. Non seulement parce qu'il l'avait tuée elle, mais parce qu'elle était enceinte, donc il avait tué un bébé. J'ai trouvé un pot de yaourt usagé, un de ces pots de yaourt en papier, avec des zigzags dessus, et visiblement, il s'en était servi pour boire du sang ou faire quelque chose avec ce sang. Les agents de police n'ont jamais assisté à un spectacle aussi terrible. À ce moment-là, on s'est dit qu'il s'agissait d'un psychopathe, à cause des mutilations qu'on avait observées. J'ai vu plein de scènes de meurtre, pris beaucoup de photos, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Et je ne suis pas le seul. C'est pas tous les jours que quelqu'un éventre une personne pour regarder ses intestins et déplacer ses organes. La scène de crime montre les signes de ce que le FBI classe depuis peu dans la rubrique des tueurs désorganisés. Il s'agissait d'un individu désorganisé qui commettait des crimes désorganisés, des crimes dépourvus de logique qui reflétaient le manque de préparation, la colère et laissaient des indices susceptibles d'être déchiffrés par celui en charge de l'enquête. La première victime de Chase avait été tuée par balle et laissée sur place. Les mutilations subies par Teresa Wallin indiquent une impressionnante escalade de la violence. Il s'agit du premier exemple humain de ce qu'a fait subir Chase aux animaux pendant très longtemps. Teresa Wallin a bel et bien été mutilée. Ses organes internes ôtés, étudiés, utilisés. Mais il faut bien garder à l'esprit que depuis très jeune, Chase souffre de troubles érectiles et par conséquent, même s'il peut être attiré sexuellement par les femmes, il ne peut pas l'exprimer de façon normale. Et cela se manifeste dans la façon dont il maltraite le corps de sa victime. Il éprouve de la curiosité pour ses organes internes, sa poitrine, son vagin. Et bien sûr, il exprime cette curiosité en désacralisant et en détruisant le corps. C'est une caractéristique très répandue au sein des tueurs en série. Il n'est certainement pas le seul à faire ce genre de choses. Il n'éprouve pas d'émotions. Par conséquent, pour eux, un être humain qu'ils ont tué n'est rien de plus qu'un objet d'expérimentation, de la même manière qu'un animal de laboratoire. Cela s'apparente presque à une curiosité puérile, d'un genre très inhabituel. Le tueur en série traite souvent sa victime comme un morceau de viande sur lequel il fait des expériences. Avec un psychopathe dans la nature, les inspecteurs n'ont pas de temps à perdre. En cas d'homicide, c'est toujours la course contre la montre. Les 24 premières heures sont capitales. Et après 3 jours, c'est plus laborieux. Les pistes sont plus difficiles à suivre. Les pistes et les témoins donnent quelque chose si vous les trouvez dans les 3 premiers jours. Je frappais à toutes les portes pour savoir si quelqu'un avait vu quelque chose. Et il se trouve qu'un voisin avait aperçu Richard Trenton Chase. On ne connaissait pas son nom à l'époque, mais il a décrit un homme blanc et les vêtements qu'il portait alors qu'il passait devant sa maison pour rejoindre celle de Teresa Wallin. La nouvelle du meurtre se répand. La peur aussi. Les journaux en ont parlé dès le lendemain. Tous les habitants du quartier étaient affolés et voulaient s'acheter des armes à feu. Ce qui faisait la différence, c'était l'horreur qu'avait subie la victime. Teresa Wallin sortait ses poubelles, elle était enceinte.
On l'avait tuée et éviscérée. J'ai vu une photo d'elle. Et la peur se lisait encore sur son visage, même morte. Cette image me hante encore. Les résidents et les inspecteurs de Sacramento ignorent que Chase est sur le point de frapper à nouveau. Cette fois, il redoublera de violence. En janvier 1978, le tueur en série Richard Trenton Chase a abattu 2 personnes dans la banlieue de Sacramento. Tout d'abord, à bord d'une voiture, il a tiré sur Ambrose Griffin, âgé de 51 ans. On a pensé que c'était un meurtre gratuit, quelqu'un qui voulait se faire plaisir en faisant un carton sur une personne dans son allée. Avant d'assassiner atrocement Teresa Wallin, enceinte de 3 mois. La victime avait été éventrée à l'aide d'un couteau. Une vraie boucherie. J'ai trouvé un pot de yaourt usagé. Il s'en était servi pour boire du sang. La peur s'empare des habitants et un important dispositif policier est mobilisé pour appréhender au plus vite ce mystérieux tueur avant qu'il ne recommence. Tous les habitants du quartier étaient affolés et voulaient s'acheter des armes à feu. Puis, le 27 janvier 1978, le chef de la brigade criminelle Ray Biondi apprend que 3 nouveaux cadavres ont été retrouvés. Quand je suis entré dans la maison de Mary Wood, la similitude avec le meurtre de Teresa Wallin à Tioga Way était flagrante. Dans la pièce côté rue, Daniel Meredith avait reçu une balle en pleine tête. Il avait été abattu, probablement à l'endroit où on l'a trouvé. Dans la chambre du fond se trouvait Evelyn Moroth. Elle avait été tuée, mutilée, sa cavité abdominale ouverte. Et je ne l'ai pas remarqué tout de suite. Mais de l'autre côté du lit gisait son fils de 5 ans, lui aussi avec une balle dans la tête. La baignoire était pleine d'une eau rouge de sang. Étant donné l'état de la maison, c'était un vrai carnage. Et les cartouches de calibre 22 retrouvées, on était convaincus d'avoir affaire au même tueur. Il y avait des similitudes avec le meurtre de Tioga Way, puisque les victimes avaient été éventrées et leurs organes enlevés, du moins certains. Le sang a été également recueilli, mais il a été établi que la femme avait été sodomisée cette fois-ci. Plus jeune, Chase avait des troubles sexuels. Mais quelque chose a changé. Les troubles érectiles ne sont pas inhabituels chez les tueurs en série, même s'ils sont très fréquemment capables d'avoir des rapports avec leur victime une fois qu'elle est morte. Certains tueurs en série se focalisent sur l'acte, d'autres sur le processus. Par focalisation sur l'acte, je veux dire que le tueur comble son besoin psychologique de tuer tout simplement grâce à la mort de sa victime. Le tueur ne touchera pas au cadavre parce qu'il a eu ce qu'il voulait. En revanche, un tueur en série focalisé sur le processus voudra passer du temps avec la dépouille de sa victime. Et effectivement, c'est ce qu'a fait Chase avec Teresa Wallin et Evelyn Moroth. Il veut explorer le corps, boire son sang, l'utiliser à des fins sexuelles. Et plus il peut rester près de sa victime, plus il est capable de faire perdurer un sentiment d'assouvissement sexuel. Ce meurtre ressemble vraiment à celui de Teresa Wallin, mais les policiers doivent faire face à une nouvelle urgence. Ils savent qu'un garçon de 22 mois était présent dans la maison. Or, il demeure introuvable.
On était vraiment sur les dents à cause de ce petit garçon de 2 ans porté disparu. La police se lance à la recherche de l'enfant, soutenue par la population. Beaucoup de volontaires et de gens du bureau du shérif se sont joints à nous pour retrouver ce bébé. Comme les meurtres ont été commis de façon aléatoire, les indices sont rares et le sentiment de terreur augmente au sein de la ville. Personne ne savait qui serait le prochain innocent tué et mutilé chez lui. La plupart des tueurs en série ne frappent pas au hasard. Ils obéissent à un schéma. En général, ils choisissent des victimes qui se ressemblent, mais leur méthode peut varier. Lui, il tuait au hasard. La police interroge les habitants du quartier et parvient à un résultat. Les gens n'arrêtaient pas de nous dire qu'ils avaient vu un individu à l'air bizarre. Un homme blanc d'environ 1,80 m, affublé d'une parka orange vif, des cheveux en bataille, mince et le visage émacié, qui regardait chez les gens. Malgré cette description précise du suspect, les services de police peinent à l'identifier. Les hommes blancs, d'une vingtaine d'années, aux cheveux longs, ça courait les rues à l'époque. On était en pleine période hippie, les cheveux longs étaient dans le vent, tout le monde se laissait pousser les cheveux. Puis la chance sourit aux inspecteurs. Une fille qui avait été au lycée avec Richard Chase tombe sur un portrait robot du suspect. Elle se souvient alors d'une rencontre dans un centre commercial le jour du meurtre de Teresa Wallin. Elle a aperçu une personne très sale, aux cheveux longs, les vêtements tout tachés et le regard vide. Un type bizarre en somme. Le problème, c'est qu'elle avait beau avoir étudié avec lui au lycée, elle ne l'a pas reconnu. Il s'est approché d'elle, mais elle était un peu effrayée, évidemment, à cause de son apparence. Là, il lui a demandé si elle se souvenait d'un gars qui s'était tué à moto à l'époque du lycée. Elle lui a dit « Qui êtes-vous » et il a répondu « Rick Chase ». Il l'a agressée verbalement, si bien qu'elle a sauté dans sa voiture et qu'elle est partie. Elle n'y a plus pensé jusqu'au moment où elle a vu le portrait quelques jours plus tard. L'inspecteur Wayne Irie interroge ce témoin. Elle a décrit sa veste, une parka d'hiver orange. La même veste mentionnée par l'homme qu'il avait vu se diriger vers la demeure de Teresa Wallin. Et ensuite, Nancy Holden m'a dit qu'elle pensait avoir vu du sang sur ses mains. Le dossier de Chase fait état de ses précédents démêlés avec la justice et de l'incident de Pyramid Lake. Il contient également une adresse. L'émoi est palpable, alors que les agents des forces de l'ordre partent appréhender l'homme soupçonné de 5 meurtres et de l'enlèvement d'un garçon de 22 mois. En se rendant sur place, les inspecteurs Robert Scanbaker et moi-même, on était convaincus que Richard Chase était notre tueur. J'étais décidé, si jamais le bébé se trouvait là, à tuer Chase. Un point, c'est tout. Les flics ne sont pas censés avoir ce genre de pensée, mais ce type était louche. Alors voilà, on voulait l'abattre sur place. Quand on est arrivé à la résidence, on s'est garé dans ce parking et on a pris contact avec la gérante. Elle nous a confirmé qu'il occupait l'appartement 15. Alors les inspecteurs Baker, Roberts et moi-même, on a frappé à la porte de l'appartement 15 sans résultat.
Tac, 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 pas de réponse. L'appartement voisin était inoccupé. Ken Baker a écouté à travers le mur. Quelque chose bougeait à l'intérieur. À ce moment-là, on n'avait pas de motion rogatoire, ni de mandat d'arrêt. Alors j'ai envoyé Bill Roberts chez la gérante pour qu'il appelle Ray Biondi, notre supérieur, et qu'il lui demande conseil. On était des bleus. En attendant la réponse de leur supérieur, les inspecteurs se postent un peu plus loin. Le silence soudain conduit Chase à penser qu'ils ont abandonné. Chase pensait vraiment qu'on était parti. Il est sorti avec un carton plein de haillons. Il m'a vu et il a commencé à s'enfuir. Il lance un regard par-dessus son épaule alors que je le poursuis. Et il arrive à hauteur de l'appartement 14. L'inspecteur Baker qui se tenait là le frappe à la tête. Ken l'a fait tomber et on lui a tous sauté dessus pour l'immobiliser. Irie et ses collègues sont engagés dans une violente bagarre avec un homme qui a tué, mutilé et qui est armé. Son pistolet était rangé sous sa veste, contre sa poitrine. J'ai sorti mon arme de service, je l'ai collée sur sa tempe et je lui ai ordonné d'arrêter de se débattre, sans quoi j'allais tirer. Il n'a pas obéi et c'est là que j'ai compris que je n'étais pas comme lui. Même si je croyais au bien fondé de lui tirer dessus, que c'était justifié, j'étais incapable de le tuer. J'aurais eu tort de le faire. Parce que tous, flics compris, on n'est pas comme lui. C'est un tueur de sang-froid, pas nous. Les inspecteurs parviennent finalement à maîtriser le suspect en évitant tout coup de feu. Pendant que Chase est conduit en garde à vue, il pénètre dans l'appartement 15 à la recherche du bébé disparu, David Ferreira. Quasiment tout l'appartement était recouvert de sang. Le canapé était couvert de sang, le comptoir de la cuisine, le lavabo, le tapis. Il y avait de drôles de substances dans des pots dans son frigo. Dans un mixeur, on a retrouvé des organes d'animaux ou humains, apparemment mixés avec du soda. Mais le petit garçon n'est pas là. Le 28 janvier 1978, le tueur en série Richard Trenton Chase est appréhendé alors qu'il fuit son appartement à Sacramento. Il est soupçonné d'avoir assassiné et atrocement mutilé 5 personnes et enlevé David Ferreira, âgé de 22 mois. La fouille de son appartement apporte des preuves de sa culpabilité. Le canapé était couvert de sang, le comptoir de la cuisine, le lavabo. Dans un mixeur, on a retrouvé des organes d'animaux ou humains. Mais aucune trace de l'enfant disparu. Comme il a procédé à l'arrestation, Wayne Irie a l'occasion d'interroger Chase en premier. Pendant l'interrogatoire, il a admis avoir tué des chiens. J'ai essayé tous les trucs, mais impossible de lui faire avouer le meurtre d'humains. À un moment, je me suis tourné pour attraper d'autres photos. Et quand je me suis retourné, la tête de Chase était juste là, à côté de mon épaule. J'étais surpris. Quand je me suis retourné, j'ai crié « Qu'est-ce que vous faites ?» Il était tout penaud. Et avec l'expérience maintenant, je pense que si j'avais passé mon bras autour de son épaule, il se serait mis à pleurer et il aurait tout avoué. J'en suis persuadé. Irie n'obtient aucun aveu ni aucun renseignement relatif à David Ferreira. L'avocat général Ronald Tochterman fait partie de ceux qui interrogent le suspect par la suite. Certaines de ses réponses suggéraient qu'il était en proie à un délire. Des gens le traquaient.
Les nazis et les Italiens revenaient fréquemment dans ses propos. Quand il a su qu'il pouvait demander un avocat, il l'a fait. Et je suis intervenu en disant, « Théoriquement, il a le droit de ne pas répondre. Nous sommes censés mettre fin à l'interrogatoire, mais je vais persister parce que le garçon reste introuvable. » On ne savait pas où il se trouvait. Alors j'ai continué à poser des questions, mais il ne reconnaissait aucun fait. Il n'était pas du tout coopératif. Il s'écoule 2 mois avant que l'enfant ne soit découvert. En mars 1978, on a trouvé où était David Ferreira. Il se trouve que le concierge de cette église avait découvert son corps dans une boîte en carton, avec les poubelles, entre les bâtiments. Le corps était en pleine décomposition. Il avait été décapité, mais sa dépouille et ses vêtements étaient entassés dans ce carton. Voilà ce qu'on a trouvé après des mois de recherche intensive. Richard Trenton Chase a ôté la vie à 6 personnes. En 1978, il est jugé pour ses crimes. L'avocat de la défense, Faris Alami, plaide la folie. Richard Chase souffrait d'une maladie mentale. Il devait avoir 27 ou 28 ans quand je l'ai rencontré en prison. C'était le lendemain ou le surlendemain de son arrestation. Très vite, j'ai su que c'était l'homme le plus dérangé que je n'ai jamais connu. L'accusation, quant à elle, est convaincue que Chase savait distinguer le bien du mal quand il a commis ses meurtres et qu'il est donc techniquement sain d'esprit aux yeux de la loi de l'État de Californie. Les choses trouvées dans son appartement étaient très compromettantes. Donc j'envisageais le procès avec l'idée qu'il serait relativement facile de convaincre les jurés qu'il avait tué ces gens. Le défi consisterait à les convaincre qu'il était sain d'esprit aux yeux de la loi quand il avait commis ces meurtres. Et qu'au moment du verdict, il méritait d'être condamné à mort. À la barre, Chase admet qu'il a bu le sang de ses victimes et qu'il a décapité le jeune garçon pour en obtenir plus. Il déclare que c'était dans un but thérapeutique. Chase se décrit comme un homme bien, mais faible et sans volonté. La démence signifie qu'on ne se rend pas compte de ses actes, qu'on ne comprend pas pourquoi il y a crime, qu'on ne sait pas distinguer le bien du mal. La plupart des gens qui commettent des atrocités savent qu'ils agissent mal. L'opinion publique pense qu'il faut être fou pour ça, mais pas du tout. Ils sont peut-être cruels, mais pas fous. Il a tout fait pour cacher ses crimes, pour éviter que la police ne le retrouve. Et il a nié les meurtres lors de ses interrogatoires, ce qui laisse à penser qu'il savait qu'il avait mal agi. Et beaucoup d'autres éléments allaient également dans ce sens. Il a fait beaucoup de choses dont l'accusation vous parlera, qui prouvent qu'il était capable de raisonner. Il emportait des gants en caoutchouc pour se protéger. Mais en revanche, il ne se lavait pas. Les gens l'ont toujours vu couvert de sang, les cheveux longs, en train d'errer dans les jardins. Il n'essayait pas de dissimuler son apparence. Tout ça contredit la théorie de l'acte raisonné. Le jury pensera-t-il qu'il était sous l'emprise de la folie ? Pour lui, c'est une question de vie ou de mort. En mai 1979, le verdict est prononcé.
Dans 10 jours, Richard Chase sera conduit dans la prison de Saint-Quentin et incarcéré dans le couloir de la mort. Richard Trenton Chase est déclaré coupable d'homicide volontaire et condamné à mort. Qu'est-ce qui a bien pu conduire Chase à commettre ces crimes horribles? Était-il un tueur né? Ou est-ce la vie qui a fait de lui ce qu'il est devenu? Il a été battu par son père à coups de ceinture, mais c'était justement à cause de son comportement cruel. Il faut admettre que ça ne rend pas forcément les gens déments. Une brutalité qui se manifeste par une réelle cruauté et une humiliation constante est un facteur important qui peut pousser des jeunes victimes à se montrer violentes plus tard. Mais ça ne rend personne schizophrène. Si Chase n'a pas été maltraité, serait-ce le manque d'affection qui a scellé son destin de tueur en série? Cet homme était un schizophrène paranoïaque. Et c'est tragique qu'il n'ait pas reçu l'aide qui l'aurait empêché de tuer ses congénères. Il y a quelque chose qui m'a choqué chez sa mère. Un jour, il a frappé à sa porte et il se tenait là, un chat mort dans les bras et maculé de sang. Et elle n'a absolument rien fait. Une fois que vous commencez à torturer des animaux régulièrement, vous apprenez simplement que vous en êtes capable. Vous devenez immunisé à la douleur que vous infligez. Vous êtes complètement désensibilisé. Par conséquent, vous vous socialisez en imaginant que votre comportement est normal. Dès lors, il suffit de peu de choses pour se sentir capable d'adopter le même comportement, non plus avec des animaux, mais avec des humains. On peut essayer de comprendre le parcours de Chase du point de vue médical. Chase souffrait de schizophrénie et il avait fait une grave dépression pendant son adolescence parce que les psychotropes et les drogues hallucinogènes avaient aggravé ses prédispositions génétiques. Aucun être humain ne peut lutter contre son patrimoine génétique, ni contre l'environnement dans lequel il évolue. Est-ce qu'il est le résultat d'une mutation génétique latente, activée par son histoire familiale, la consommation de drogue, ses déceptions amoureuses? Il est très probablement né tueur, mais on ne connaît pas les facteurs qui sont venus activer ses prédispositions au moment de l'adolescence, quand le cerveau change. Nous n'avons pas encore la réponse à cette question.